L'évolution de la législation sur les directives anticipées, la personne de confiance, implique de plus en plus les familles dans le soin. Actuellement, les patients eux-mêmes sont en capacité de dire « j'ai plus envie d'être soigné », etc. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est la prise de conscience qu'entre la naissance et la mort, c'est la vie. Donc la mort, elle fait partie intégrante de la vie. Et Serge, tout à l'heure, a parlé des valeurs de la gauche. Je ne sais pas quel qualificatif il lui a donné. Je pense qu'il y a deux façons de voir les concitoyens, on peut dire les choses comme ça. C'est soit comme individu, soit comme personne. Et je crois que notre travail auprès des personnes âgées, qui sont des personnes vulnérables, c'est de ne voir que la personne. Et la mort entre dans l'identité de la personne. Si la personne a bien été accompagnée dans sa fin de vie, la mort devient quelque chose de cohérent. Et le corps mort devient quelque chose de cohérent dans la vie. J'ai été médecin coordonnateur et c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'avoir une chapelle dans les établissements où j'ai travaillé, ce qui donnait une autre dimension. Mais il me semble que si l'établissement a vécu l'accompagnement, a vécu la fin de vie, la mort est quelque chose qui ne surprend plus et qui ne fait plus peur. Si la personne a été accompagnée de façon digne pendant les quelques jours, les quelques semaines, parfois malheureusement les quelques mois qui précèdent sa mort, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et de ce qui va survenir. Quand vous dites, on dit à la personne « Ah, il est parti en vacances », c'est ridicule. Alors, où c'est qu'on a mal fait, on a fermé la porte et on a laissé mourir la personne toute seule, et c'est devenu un individu à ce moment-là et un cas, et ça c'est monstrueux. Mais si l'institution a pris conscience de cette fin de vie, on ne peut plus dire à la voisine de table ça fait 15 jours qu'elle n'est plus à table parce qu'elle va mal et elle est partie en vacances chez sa fille. Hein, voilà. Donc, Mère Teresa disait toujours mourir accompagnée, c'est faire de sa vie un chef-d'œuvre. Marie de Henzel l'a repris pour elle et je crois qu'il faut le reprendre pour nous, quoi. Les gens qu'on accompagne, les familles qu'on associe à la mort de leur mère. Moi, j'ai vécu, il n'y a pas très longtemps, la réconciliation de deux filles avec leur mère. Mais ça a été un cadeau pour toute la famille. Et ça a été un cadeau pour toute l'institution. Et voilà, je pense que la mort, quand elle est comme ça, dans cette dynamique, parce que la mort, ça devient une dynamique, quoi. La haie d'honneur, elle est cohérente. C'est vrai que c'est vraiment terrible, ça. C'est une des choses les plus terribles, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, quelque part, les personnes qui se rapprochent de la mort, quelque part, l'apprivoisent. Et on se rend compte que en fait, le tabou, il est pour nous, quoi. Il est pour nous. Il n'est pas pour les personnes qui s'approchent de la mort, qui, elles, ont complètement apprivoisé ce moment-là. Et je dirais même que quand on annonce à quelqu'un qu'un proche, enfin une personne très âgée, qu'un proche est mort, quelque part, pour lui, c'est comme s'il avait passé une étape. Et moi, j'ai été frappée par ça, parce que j'étais aussi un peu dans le tabou, et je me suis rendu compte de ça. Bon, enfin, ça, c'était pas une réponse à votre question, désolée. Alors, je crois qu'avant d'accompagner la personne qui est seule chez elle, il faut l'identifier. Et ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Alors, c'est peut-être moins difficile à faire dans les campagnes ou dans les villages, surtout dans les villages, parce qu'il y a encore une solidarité entre voisins qui existe. Les gens se connaissent, se disent bonjour, etc. Dans nos grandes villes, il y a des gens qui se croisent dans un immeuble et qui ne se connaissent pas, quoi, qui ne se disent pas bonjour ou à peine. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et encore une fois, au moment de la canicule, on a pris un grand coup sur la figure à cause de ça. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire confiance, enfin compter sur le voisin, le médecin, le facteur, etc., pour essayer d'identifier les personnes qui sont proches de la fin de leur vie. Et puis, il y a des signes que l'on peut reconnaître, c'est le repli sur soi, c'est la négligence corporelle, ça c'est un signe frappant,
la personne ne s'habille plus, ne prend plus aucun soin d'elle, elle sort plus de chez elle, etc. Et puis elle finit par se marginaliser. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les signes avant-coureurs qui font que là, il y a vraiment une alerte importante. Alors, parfois même, ce n'est pas qu'un problème, très souvent même, c'est pas qu'un problème de moyens. On se retrouve avec des personnes qui ont les moyens, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont une retraite convenable, qui leur permet à peu près de vivre, mais ce sont des personnes qui sont paumées. Ce sont des personnes qui ne savent plus comment faire. Et il y a un moment où elles se laissent filer, où elles se laissent tomber, elles se laissent glisser. Et c'est ce moment-là qu'il faut essayer de repérer, parce qu'à ce moment-là, il suffit d'une toute petite aide parfois pour que la personne reparte. Mais si on laisse passer ce petit moment où la personne perd pied, eh bien, c'est fini, quoi. Et c'est vrai que quelque part, on a une responsabilité qui fait que bon, quand on est en charge des personnes âgées, on essaie effectivement de les identifier. Et puis, je crois que les chiffres sont... Nous, on parle donc d'institutions ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 5% des personnes de plus de 75 ans qui sont en institution. C'est pas beaucoup. Et le maintien à domicile concerne 75% des dépendants, ce qui est absolument énorme. Et c'est vrai qu'il va falloir trouver des solutions d'accompagnement, parce que aujourd'hui, on a donc la première génération baby-boom qui part à la retraite. Donc petit à petit, on va avoir de plus en plus de personnes vieillissantes et qui vont vieillir chez elles. Donc il y a des tas de petites choses à trouver pour faire en sorte de ne pas rompre le lien social. Voilà, c'est vraiment un enjeu d'avenir, et c'est un enjeu énorme pour notre société. Et aujourd'hui, on a enfin ouvert les yeux et les pistes commencent à se dessiner, et c'est une très très bonne chose. Mais on n'est vraiment qu'au début, parce qu'on a fermé les yeux, me semble-t-il, un petit peu trop longtemps. On sort de l'hypocrisie en allant vers du dialogue, en allant voir individuellement les personnes qui peuvent être affectées par le départ d'un corps, par le décès surtout de quelqu'un qui leur était proche, qui a pu vivre 5 à 10 ans, et ils vont être beaucoup plus choqués par le mystère, le mensonge ou le départ en vacances prétendu que par la réalité objective des faits. Ils vont pleurer, Madame Robert le dit très bien, ils vont pleurer un petit peu, mais c'est normal, ils vont peut-être pleurer plus. Je me souviens d'une dame qui avait noué une relation sentimentale très forte avec un homme jeune. Il avait 65 ans, elle était même un tout petit peu plus jeune que lui. Il est décédé d'un problème cardiaque subi, et elle a été peinée pendant plusieurs mois. Oui, effectivement, elle a fait un deuil, ça s'appelle un deuil, c'est quelque chose qui existe depuis des lustres, et qui, parce qu'on est une société civilisée, fait partie de du développement. Et alors, je reviens sur une analogie par rapport aux enfants, j'ai pris l'extrême du Père Noël, je fais exprès, c'est parce que c'est le même leurre que quand on veut masquer à l'enfant la réalité de la mort. Je me souviens si on se souvient tous des contacts qu'ont eu nos enfants ou les enfants qu'on connaît proches avec la mort, ils ne sont pas choqués de ça. Peut-être d'abord que s'il y a un tabou de la mort, c'est qu'il y a un tabou de la vie, et qu'il y a certaines personnes peut-être qui ne prennent pas le choix de la vie, de dire qu'est-ce que je fais de cette vie. Et très souvent, nos sociétés modernes essaient de rendre réductible la vie à des chiffres, à des données très très objectivées. Et donc, sur une notion, disons, de performance, et l'idée que la technologie, la modernité permet d'évincer, d'évacuer la souffrance, la douleur, la mort, la fatigue, la maladie, pour juste de la performance. Donc à chaque fois qu'il y a un rappel du réel, finalement ça vexe, parce que c'est pas ça. Donc on a un peu comme ça tendance à vouloir le cacher. Et puis sans doute aussi que nos sociétés ont survalorisé la rationalité. Je dois justement, vous l'avez dit plusieurs fois, la question de l'émotion. Après tout, l'émotion, c'est bien une forme d'intelligence. Des gens qui n'ont aucune émotion, qui ont que du sang-froid, qui bougent sur rien, disent oui, mais ok, il est balèze. Oui, mais il y a quoi derrière? Et donc c'est aussi assumer le droit de pleurer, le droit d'être triste, le droit d'avoir des humeurs. Après tout, c'est juste de dire je suis en vie. Et je suis à tous les âges de la vie, j'ai le droit d'avoir des réactions. Cette dame qui voit partir quelqu'un avec qui elle avait noué une relation très forte, bien heureusement qu'elle se dit qu'elle est triste et qu'elle assume cette tristesse, parce que si elle nie ça, elle se nie elle-même. Et c'est justement ce que disait le docteur Mathieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis un être humain, je suis une personne. Lévinas disait la non-indifférence du prochain. Si je suis un être humain, je ne peux pas être totalement indifférent à l'autre, quel que soit l'autre. Et donc accepter
même dans un lieu comme ça, de pleurer, d'être triste, de le voir, c'est juste avancer et c'est juste accepter que nous sommes tous, des femmes et des hommes, des êtres humains. Donc ce droit à l'émotion, c'est un droit absolument central. Sinon, ça veut dire qu'on est juste des sortes de tablettes numériques qui avançons. Et voilà. Or, nous ne sommes pas des tablettes numériques, c'est un scoop, nous ne sommes pas des tablettes numériques. Apple, dommage pour vous, mais on n'est pas que ça. On est autre chose, et il faut qu'on reste cette autre chose, parce que sinon on se perd, et notre civilisation technicienne finit par perdre le mot civilisation, il restera que la technique. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi tout simplement se rappeler, nous tous, là, les 400 personnes qui sont présentes là, se rappeler qu'on est d'abord des êtres humains. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on est des êtres humains? C'est qu'on a besoin à certains moments de se toucher, on a besoin de vérifier qu'on est là. Ben, c'est un petit peu ce qu'on fait là, simplement d'être là ensemble, puis après on va aller boire un pot et tout ça, c'est de se dire que nous sommes des êtres humains, et on a besoin de cet échange, on a besoin de cette émotion, même, et peut-être surtout à ce moment-là particulier qui est la mort, qui est le départ, qui est ce qu'on voudra, vers autre chose ou pas. Mais en tout cas, c'est en effet une étape. Et rappelons d'ailleurs que si nous n'étions pas conscients de la mort, ben on ferait quoi le matin? Pourquoi on se lèverait le matin? On pourrait se dire, bon, après tout, on verra ça demain. Ah, on se lève le matin parce qu'on sait qu'à un moment donné, on a quand même un temps limité. Si on n'avait pas cette notion de temps limité, il n'y a aucune raison pour qu'on fasse quelque chose le matin. Oh, tu ne serais pas levé à 5h45 pour être prête ici à 6h15 si tu avais le sentiment que tu allais vivre 1000 ans. Et donc, du coup, tout le monde serait arrivé en retard. Ça aurait été un bazar infernal. Donc, heureusement, nous avons tous conscience aussi de cette mort. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Je suis aide-soignant à Corrières-les-Parents dans le 8e à Perrier. Voilà, ça fait 4 ans que je suis dans cet établissement. Et je suis d'origine de confession musulmane, d'origine africaine. Et chez nous, c'est vrai qu'on ne dit pas personne âgée, on dit ancien. Et chez nous, c'est... comment dire, je suis un peu troublé, c'est pour ça. On accompagne nos anciens jusqu'à la mort. Et pour nous, la mort, c'est notre vie. Voilà, comme on dit, on est, on vit, et après on meurt. Et après la mort, on peut revivre. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est dur d'accompagner les anciens, comme vous dites, jusqu'à la mort. Et pour les familles aussi, c'est très dur, parce que quand vous voyez que votre papa ou votre maman, du jour au lendemain, se dégrade, c'est vrai que c'est pas évident. Et il faudrait aussi avoir que les soignants ont des formations pour accompagner les familles jusqu'à la mort. Les questions de formation, elles sont centrales. Je pense que chez Corian, on y réfléchit à comment, là aussi on forme, parce que c'est pas évident, tout simplement, vous avez parfaitement raison. On n'est pas tous dans la même capacité à y répondre. Et puis c'est comme tout, il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire, il y a des choses à se préparer soi-même. Mais je voudrais aussi revenir sur ce mot, accompagner. En fin de compte, le monde du soin, il était dans une culture du réparer. Je vais réparer, je vais sauver. Puis à un moment donné, ça ne marche plus. Donc c'est aussi accepter, avoir une certaine modestie, de se dire, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas sauver le monde comme ça et je ne peux pas assurer que cette personne vivra tout le temps. Donc accompagner, c'est un mot beaucoup plus riche qui veut dire que justement à un moment donné, j'accompagne la suite de cette personne. Je ne peux plus la réparer, je ne peux plus la soigner complètement, je vais accompagner pour qu'au moins elle souffre le moins possible et le moins mal possible et qu'autour, et vous l'avez bien dit, c'est aussi la famille, j'accompagne les proches aussi. Ce n'est pas seulement la personne qui décède, c'est aussi les autres personnes, les proches, ainsi de suite, qui vont rester et qui sont touchés. Donc l'accompagnement, il a comme ça, c'est un mot très fort parce que quand j'accompagne, je suis avec. Donc je m'accompagne moi-même. Moi-même, je fais un morceau du trajet. C'est ça aussi la grande différence et la richesse de ce mot. C'est qu'accompagner, je vais avec la personne. Alors je ne vais pas sous terre, mais je vais avec la personne jusque-là et ça m'oblige aussi à réfléchir et je ne peux pas faire comme si ça ne m'était pas arrivé. Donc du coup, d'où ce besoin de former. Je m'appelle Jean-Claude Jouvin, je suis directeur d'une résidence autonomie là sur Marseille et je voulais juste faire un petit rapprochement par rapport à vos propos que j'ai vraiment très appréciés. Dans nos résidences autonomie, on commence à avoir des personnes qui s'en vont, qui décèdent effectivement en étant habitants chez nous et je voulais quand même juste rapprocher les propos que vous avez eus de bonne qualité, bien sûr, auprès des soignants, sur tout le reste des salariés, puisque dans nos résidences autonomie,
particulièrement, moi j'ai 2-3 soignants, mais qui sont là vraiment très ponctuellement. Par contre, la prise en charge et l'accompagnement que vous évoquez est fait par de l'administratif et surtout par les agents de service. Et c'est à ce niveau-là, puisque nous rencontrons les décès effectivement dans nos structures, que l'accompagnement aussi, moi je le décline effectivement dans ce que j'ai pu entendre et que j'ai beaucoup apprécié, je le répète, vers cette population de personnes, donc des salariés agents de service, qui accompagnent aussi avec peut-être un petit peu moins de formation, et c'est dommage, mais je crois que la société maintenant va un petit peu en prendre mieux conscience, accompagnent aussi ces personnes qui peuvent nous quitter dans les mêmes conditions. Voilà. Complètement. Alors, c'est un défaut de langage. C'est vrai qu'on a tendance à dire soignant, mais vous avez bien raison. Ça concerne l'ensemble des collaborateurs d'un établissement. Si tu permets, je disais au docteur Mathieu qu'on était peut-être trop nombreux d'être 2 médecins sur ce plateau pour en parler, parce que vous avez tout à fait raison. Si on veut que ça change, il faut embarquer avec nous tous les professionnels. Et les familles, bien sûr, mais d'abord les professionnels, parce qu'ils vont pouvoir être des précurseurs. Et les directeurs, les administratifs, le responsable technique, le cuisinier, pour moi, sont toutes des personnes centrales pour l'accompagnement. Les ASH aussi, qui ont été souvent très en contact avec les résidents. Pour changer la conduite de ce changement, elle se fait avec tous. Et pas que les soignants, mais c'est une déformation, hein, je m'excuse. Isabelle Chemoul, conseil départemental des Bouches-du-Rhône, service de l'emploi. Voilà, j'ai bien entendu tout à l'heure ce que vous disiez, notamment la peur de certains soignants de montrer le corps et la peur d'avoir des crises de pleurs dans l'établissement. Donc ça mène une réflexion par rapport à la gestion de la situation de crise des soignants. Est-ce que indépendamment de la formation des soignants, est-ce que vous envisagez de mettre en place des programmes d'accompagnement des résidents pour que la mort soit un événement naturel et qui soit, je dirais, vécu, sereinement et de manière tout à fait dépassionnée, presque dans l'ordre naturel des choses auprès des résidents. Voilà. Alors moi je vais répondre avec mon expérience de médecin coordonnateur et aussi avec l'expérience de l'association A3 et d'Os Aidants, qui est très active dans Marseille. Je pense qu'il est quand même assez illusoire de vouloir dédramatiser la mort. J'ai gardé le souvenir de 2 résidentes qui étaient côte à côte, toutes les 2, très souvent. Une était dans l'optimisme, le dynamisme, ça allait bien, et l'autre était dans la plainte. Et celle qui était dans la plainte s'asseyait le matin en disant à sa copine « Oh là là, j'ai mal dormi cette nuit, pourvu que la mort vienne me chercher rapidement. » Et sa copine lui répondait « Ne vous pressez pas, quand elle arrivera, vous serez la première à lui dire « C'est pas encore l'heure. » Voilà, donc je pense que nous sommes tous, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, avec notre personnalité et on ne la changera pas. Hein, on la changera pas. Les personnes âgées ont besoin de savoir qu'on les aime. Et cette notion d'amour, c'est une notion qui va rendre cette cohérence à leur vie et qui va les apaiser en fin de vie. Voilà. Je pense que on ne peut pas faire de groupe de parole dans un établissement autour du thème de la mort. On a déjà beaucoup de mal au domicile à faire des groupes de parole autour de l'entrée en institution, qui est quand même un sujet douloureux, mais pas aussi important que celui de la mort. Voilà. Par contre, ce qu'il faut que nous fassions, c'est accompagner les familles à l'idée de la mort de leurs parents, à l'idée de la démence qui arrive. Hein. Les établissements ont d'énormes difficultés avec les familles qui ont installé au jour J1 une personne encore assez valide et qui, au J plus 4 ans, s'étonne que la personne ne soit plus la même. Quoi. Voilà. C'est ça, notre travail, c'est ça. Et je profite du fait que vous êtes surtout au domicile, vous, pour vous alerter, je profite de ce que Madame Giner est là, pour vous alerter sur la mort au domicile. 92% des personnes âgées qu'on interroge veulent mourir chez elles,
Et 80% des personnes âgées meurent à l'hôpital. L'hôpital, ce n'est pas le lieu de mourir. Le lieu de mourir, c'est au domicile. Et la maison de retraite, c'est un domicile. La maison de retraite a fait d'énormes efforts. Et malheureusement, en ville, on voit des situations qui sont tragiques. Voilà. Bonjour, Frédéric Plateau. Je suis responsable soins sur la partie région PACA. En introduction, vous avez parlé des directives anticipées. On est tous concernés pour les définir. Et comment sont-elles prises en compte quand elles sont en contradiction avec la fin de vie et ce qu'on peut avoir comme signes non-verbaux, notamment sur la fin? Ta question est-elle, si c'est en contradiction, alors tu parles des directives, vraiment les vraies, celles faites par le résident en conscience, d'accord? Celles qui sont définies, oui, quand on en parlait encore hier, si elles sont en contradiction avec une disposition légale, par exemple, on te demande une euthanasie, c'est contraire à la loi en France. On ne peut pas exécuter une directive anticipée si elle est contraire aux dispositions légales en France. Ça, on n'a pas à juger ça, c'est contraire. Voilà, c'est contraire. Si par contre ça respecte ce qui est inscrit dans la loi, si c'est pas une demande d'euthanasie active, par exemple, un accompagnement dans le lieu de vie avec l'évitement de l'hospitalisation quand la personne estime que c'est pas justifié, on doit le respecter. S'il y a une contradiction avec la demande de la famille, c'est la directive anticipée qui prime. Et la loi Claes-Leonetti a introduit une nouveauté, c'est que le médecin n'est pas le décideur en dernier ressort, c'est la personne qui indique ces directives, qui choisit, du moment que les dispositions demandées sont conformes à la loi. Je crois juste que la personne, jusqu'au dernier souffle, elle a au moins un droit, c'est celui de dire non. Et donc il faut absolument respecter ce droit de dire non. Et si c'est non, c'est non. Et à un moment donné, c'est même si la famille voudrait que ce soit une espèce de oui, bah non, c'est non. Et c'est-à-dire, l'être humain jusqu'à la dernière seconde, c'est un adulte et c'est un citoyen. Donc il a le droit aussi de choisir. Après tout, vivre, c'est choisir. Hein. Et mourir, c'est aussi choisir d'une certaine manière. Donc c'est comment on arrive à écouter ce non, même si on aurait préféré autre chose, on pense qu'il y a d'autres perspectives. Donc je crois que jusqu'à la dernière seconde, il y a quelque chose autour de cela, même si ça ne nous convainc pas, nous, mais c'est le choix de la personne, et dès lors qu'il respecte le cadre légal, et ainsi de suite. Si c'est non, eh ben c'est non. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur la difficulté de recueillir les directives anticipées. Et c'est vrai que assez souvent dans les institutions, on se refile un peu la patate chaude parce qu'il est compliqué, il est émouvant, voilà, de demander à une personne comment vous voulez mourir. À mon avis, parce que j'ai assumé cette fonction, je pense que le médecin coordonnateur a l'obligation de recueillir les directives anticipées. Ce n'est que lui qui, dans un cœur à cœur avec la personne au moment de son entrée ou dans une période un peu favorable, va pouvoir aller au fond des choses et demander à la personne comment voulez-vous mourir? Comment moi, qui suis votre soignant et qui à un moment donné pourrait aller jusqu'au bout, surtout maintenant avec la loi Claes-Leonetti, avec la sédation terminale, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Comment vous me voyez, moi, en tant que soignant, dans cet accompagnement que je vais faire? Et c'est vrai que dans les institutions, assez souvent, on refile un peu ça à la psy, on refile un peu ça au cadre infirmier. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne le réévalue pas, hein. Peut-être que quelqu'un qui sort de l'hôpital après avoir eu une trachéotomie, qui est passé en réanimation, il a une envie que ça se termine rapidement. Et puis si l'institution le requinque et s'il va très bien, il peut revenir sur ce qu'il a dit. Mais je crois que c'est vraiment au médecin coordonnateur de remplir cette mission.